Alors, puissance asiatique, puissance mondiale, ces deux pays sont aussi des concurrents à l'échelle régionale. Tout d'abord, il faut rappeler que cette rivalité stratégique entre la Chine et le Japon, cette rivalité est très ancienne. Durant la Deuxième Guerre, il ne faut pas oublier que la Chine a été en grande partie occupée par le Japon et l'armée japonaise a commis de nombreux crimes de guerre, dont le plus célèbre est le massacre de Nankin. Ces épisodes ont laissé des traces importantes, des cicatrices qui ne sont pas encore refermées. Le Premier ministre japonais a l'habitude chaque année d'aller se recueillir à Yasukuni, dans un sanctuaire qui commémore les morts de la guerre, les soldats japonais morts durant la guerre. Cette commémoration pose de nombreux problèmes en Chine, puisqu'on n'y fait pas la distinction entre simples soldats et criminels de guerre. Et régulièrement éclatent en Chine des manifestations anti-japonaises, plus ou moins soutenues par le gouvernement chinois. Cette rivalité de la Deuxième Guerre s'est poursuivie durant la guerre froide. Il faut rappeler que le Japon a été durant cette période et est toujours un allié indéfectible des États-Unis, alors on trouve encore de nombreuses bases américaines au Japon aujourd'hui même, alors que la Chine faisait partie du camp soviétique. Aujourd'hui encore, à travers l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a été créée en 2001, la Chine reste un allié stratégique de la Russie et des républiques d'Asie centrale, qui s'opposent notamment à l'influence américaine dans la région. Les intérêts géopolitiques des deux puissances restent divergents et opposés aujourd'hui. C'est ainsi que la Chine, depuis quelques années, a des prétentions de plus en plus marquées sur la zone de la mer de Chine. Elle cherche à étendre sa zone économique exclusive. Cette extension de la zone économique exclusive chinoise se heurte aux intérêts japonais, notamment dans l'archipel des Senkaku. Alors il s'agit d'îlots isolés, non habités, mais dont la ZE contiendrait des hydrocarbures. Et donc on comprend, avec la présence américaine de la région, les prétentions chinoises sur cette zone, les risques de tensions internationales. Alors pour expliquer ces tensions en mer de Chine, il peut être intéressant de réaliser un petit schéma. Donc on peut repérer la Chine, puissance nucléaire, avec son siège permanent du Conseil de sécurité, donc une puissance géopolitique majeure, on en parlera tout à l'heure. En face, le Japon, qui fait partie de la zone d'influence des États-Unis, qui inclut Taïwan et la Corée du Sud. Les points de tension les plus importants se situent en Corée, à Taïwan, et naturellement les revendications qui concernent ici, qui impliquent la Chine ou le Japon, pour le contrôle d'îlots ou d'archipels en mer de Chine. Ces deux puissances rivales ont cependant des faiblesses et des vulnérabilités. Le Japon, depuis les années 80, a une croissance économique relativement faible. D'autre part, sa population vieillit. On parle de vague argentée pour évoquer ce vieillissement de la population japonaise. Actuellement, la population japonaise a une croissance quasi nulle. D'autre part, n'oublions pas que le Japon reste une zone fragile sur le plan climatique. Le pays est victime à la fois de tsunamis, de cyclones tropicaux, mais est également touché par des séismes assez fréquents. Alors le séisme qui a laissé la trace la plus importante, le tsunami le plus récent, qui a commis le plus de dégâts, est naturellement l'accident de Fukushima. La Chine, de son côté, a une croissance plus forte. Elle a longtemps été supérieure à 10%, plus faible aujourd'hui. Cependant, le pays reste un pays globalement pauvre, puisqu'il ne se classe qu'au 90e rang pour son IDH.
En fait, le développement chinois est essentiellement économico-centré, c'est-à-dire qu'on néglige l'aspect social et l'aspect environnemental du développement. Alors il faut savoir que la Chine est un des pays les plus pollués au monde, que les inégalités sociales sont très fortes entre le littoral industrialisé et l'intérieur de pays qui restent essentiellement rural. Et la Chine, comme le Japon, est touchée par le vieillissement de sa population, accélérée par la politique de l'enfant unique qui a été maintenue jusqu'à l'année dernière. Cependant, si ces puissances sont rivales, elles sont aussi complémentaires, et c'est justement ces faiblesses et ces vulnérabilités qui les rapprochent. Actuellement, la rivalité économique entre les pays s'accroît avec la montée en gamme de l'industrie chinoise. On peut citer par exemple le succès de la marque Huawei qui concurrence le géant Apple. C'est une concurrence économique directe contre la haute technologie japonaise. Cependant, le marché chinois est une réelle chance pour le Japon. En effet, alors que le marché chinois est vieillissant et saturé, il ne progresse plus, eh bien, la Chine est un nouveau marché d'exportation prometteur pour le Japon. La Chine est un pays de plus d'1 milliard d'habitants et représente déjà aujourd'hui 20% des exportations japonaises. Ce marché chinois est donc devenu vital pour le Japon. On peut voir sur ce graphique la progression de la classe moyenne chinoise. Donc c'est le nombre de ménages chinois dont le revenu dépasse le revenu disponible des ménages français. Et donc on voit qu'aujourd'hui, enfin en 2020, on a déjà près de 100 millions de Chinois dont le revenu dépasse les revenus moyens français et que ce chiffre va atteindre près de 200 millions en 2030. Donc ces gens sont capables d'acheter des voitures, de partir en vacances, de consommer, et c'est donc une cible très importante pour les FTN japonaises. Des entreprises japonaises comme Toyota s'implantent également en Chine, non seulement pour profiter de ce marché en pleine expansion, mais aussi d'une main-d'œuvre bon marché, ce qui permet aux produits Toyota de rester compétitifs à l'échelle mondiale. D'autre part, la Chine a également besoin du Japon. La Chine a besoin des investissements japonais. En effet, l'industrie chinoise continue de se développer, elle a besoin d'argent, elle a besoin de la technologie japonaise pour poursuivre son développement. On en arrive donc à la conclusion de ce thème. Pour la conclusion, vous connaissez la règle. Dans un premier temps, on répond à la problématique. Alors ici, la problématique idéale, en quoi les puissances chinoises et japonaises peuvent être considérées comme rivales et cependant complémentaires. Eh bien, pour répondre, on va reprendre les principaux points du dossier. Chine et Japon sont deux géants asiatiques incontestables. Ces géants ont des ambitions mondiales, mais ce sont également des puissances concurrentes. Cependant, elles collaborent de plus en plus. Alors là, on peut évoquer l'exemple de l'organisation économique ASEAN plus 3. Alors l'ASEAN plus 3, l'ASEAN, il faut rappeler que c'est une organisation économique qui regroupe au départ les pays d'Asie du Sud-Est, donc essentiellement des pays, des NPI, des pays ateliers du Sud en développement rapide. Et bien récemment, l'ASEAN a étendu son forum à la Chine, à la Corée et au Japon, laissant émerger l'hypothèse de la création d'une zone de prospérité asiatique qui serait alors la première zone de coopération mondiale. Alors pour l'instant, on en est encore au stade des négociations. L'ASEAN plus 3 est peut-être une solution d'avenir basée sur la coopération entre ces deux géants.